Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de rentrée des Demain Notre ADN, l'émission. Et Demain Notre ADN, c'est le média de tendance sectorielle de l'ADN qui prend le temps pendant une entière quinzaine d'analyser les enjeux et les possibles d'un secteur dans un monde où les crises se succèdent et s'enchevêtrent. Ce monde qui nous commande une nécessaire transformation. L'actualité nous en fait l'éclatante démonstration chaque jour. Nous le faisons avec une approche éditoriale qui est la signature de l'ADN, qui consiste à mêler les points de vue. Nous parions sur l'esprit de conversation grâce à nos journalistes et avec nos contributeurs et invités, des entrepreneurs, des chercheurs en sciences humaines et sociales, des acteurs du changement. Nous prenons le pouls d'une filière et tentons d'ouvrir de nouveaux horizons positifs pour la planète, la société et l'économie. Cette quinzaine, nous ouvrons le dossier du retail. Quels enjeux pour ce secteur enchâssé dans notre quotidien comme peu d'autres? Pour reprendre les mots de Michel-Édouard Leclerc dans un récent post LinkedIn, le commerce, la distribution se place dans la centralité de la vie quotidienne des Français. Pouvoir d'achat, urgence écologique, circularité, lutte contre le gaspillage, seconde main, circuit court, innovation et transformation digitale, débat sur les dark stores, n'en jetez plus. Les sujets ne manquent pas. Ils concernent non seulement les professionnels du secteur, mais aussi chacun d'entre nous. Car analyser les enjeux du commerce, c'est aussi raconter les grandes mutations de notre société. Et voici qu'après la crise sanitaire, c'est au tour des conséquences de la guerre, inflation en tête, de truster l'agenda de l'économie, les gros titres de la presse et de mettre au défi les professionnels et les Français. Nous en parlons aujourd'hui dans l'émission. Comment les Français adaptent-ils leur comportement face à cette nouvelle donne? Quelles sont les stratégies et les nouvelles pratiques émergentes? Où va le retail aujourd'hui? Quick commerce ou shopping expérientiel? Commodité ou éthique? Vraie vie ou métavers? Ou peut-être tout cela en même temps? De toutes ces questions, nous vous en parlerons dans quelques minutes avec nos invités. Arnaud Gallet, directeur de Paris Retail Week, Vincent Maillet, directeur général Havas Commerce et Adrien Germain-Thomas, directeur commerce e-commerce Kantar Insight, qui va prendre la main dans quelques secondes pour nous justement ouvrir le débat avec une étude qui a été réalisée tout récemment en juillet. Je pense que le terrain date de fin juillet, justement sur la façon dont les Français s'adaptent à ce nouveau paysage. Et ensuite, on continuera la discussion. Je vous rappelle aussi à ceux qui sont connectés que cette discussion vous est ouverte. Donc, posez vos questions dans le chat. Nous en sélectionnerons certaines et on en parlera en fin d'émission. Adrien, bonjour. Bonjour Carolina. Alors, Adrien, je vais te laisser la scène pour présenter cette étude et on se retrouve après. Très bien, formidable. Eh bien, écoutez, merci Carolina. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, nous allons dans les 10-15 minutes à venir tenter de vous donner un aperçu des récents changements de comportement des consommateurs que nous pouvons observer, l'impact de ces derniers sur leur choix des circuits d'achat et puis également les arbitrages auxquels, du coup, ces consommateurs doivent faire face dans le contexte que nous vivons tous actuellement. Alors, Carolina nous disait quelques mots sur le terrain. Pour vous préciser un petit peu plus le contexte de cette étude, les différentes informations et chiffres donc, que nous allons partager avec vous proviennent d'une étude réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Français entre le 19 et le 21 juillet 2022, donc c'est en effet très récent. À noter que nous nous sommes intéressés dans cette étude à 4 catégories de biens achetés, donc l'alimentaire, la mode, l'électronique et l'électroménager et les produits culturels. Donc grâce à ça, nous arrivons à dégager, on va dire, des tendances globales, mais également propres à chacune de ces différentes catégories. Notre présentation aujourd'hui sera structurée autour de 3 grands axes. Nous allons d'abord voir les comportements d'adaptation des consommateurs à l'inflation, le rôle du prix dans le choix des enseignes, parce qu'on parle en effet beaucoup de prix, et puis également l'expérience magasin ou online qui est attendue par ces mêmes consommateurs. Donc pour commencer la présentation de nos résultats, nous allons d'abord nous attarder un petit peu sur justement les changements de comportement des consommateurs que nous pouvons observer dans le contexte actuel. Alors, on parle du contexte actuel, Carolina le rappelait également dans son introduction. Il semble bon de rappeler quelques chiffres clés et les dernières prévisions de l'INSEE
en tout cas au 31 août, qui table sur une inflation de 5,8% pour l'année 2022. Cette inflation est répartie de façon inégale entre les différents secteurs d'activité. Si l'énergie fait bien évidemment les gros titres des JT avec 22,2% d'inflation de janvier à août, le secteur alimentaire n'en reste pas moins impacté avec 7,7% d'augmentation des prix jusqu'en août 2022, devant les produits manufacturés dont les prix ont cru, eux, de 3,5% entre janvier et août. Donc, quelque part, cette réalité économique bouleverse les comportements d'achat des Français à plusieurs niveaux. Et l'on va s'apercevoir que la formule controversée ou pas de la fin de l'abondance se traduit dans les choix de ces différents consommateurs. Tout d'abord, dans le secteur alimentaire, on s'aperçoit que de nouvelles intentions viennent se greffer à des comportements responsables déjà établis. Parce qu'on sait les Français responsables. Donc, si 77% des Français déclarent déjà moins jeter ou garder les restes alimentaires, ils sont dorénavant 70% à vouloir acheter des marques moins chères dues à l'inflation, 65% à vouloir se passer de certains produits qui étaient ancrés dans leurs habitudes alimentaires, 64% à se dire prêts à acheter moins de viande ou de poisson, et 64% à faire leurs courses moins souvent. Alors ça, c'est évidemment un chiffre alarmant pour les différents professionnels de la distribution. Mais si ces comportements sont actés, les Français n'en restent pas moins intransigeants sur certains aspects. En effet, et vous voyez ça dans la colonne de droite, ils n'ont pas l'intention de profiter de dons ou d'associations de particuliers, en tout cas pour l'alimentaire, acheter moins de fruits ou de légumes frais, ou faire du troc de produits. En revanche, vous voyez ce chiffre en bas à droite, où 47% disent qu'ils n'ont pas l'intention de changer de magasin pour moins cher. C'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, car on pourrait dire que 53% d'entre eux ont l'intention de changer de magasin pour aller quelque part de moins cher. Donc la prépondérance du prix reste, on va dire, un critère important. En parallèle de ces changements d'attitude, on s'aperçoit que les Français sont de plus en plus raisonnés dans leur mission d'achat ou rationnelle, afin que celles-ci correspondent à leurs problématiques budgétaires. Donc, au travers des trois grands types de missions d'achat, à savoir les missions d'impulsion, les missions d'appoint ou les missions d'achat de faire un plein de courses, les Français déclarent en général faire moins souvent les courses alimentaires qu'auparavant. Et ce sont les achats, et donc quelque part les catégories d'impulsion qui sont le plus touchées, avec 51% d'entre eux déclarant vouloir faire moins souvent des achats d'impulsion. Et cela impacte particulièrement l'online, où en relatif, les circuits online, notamment Amazon, sont surreprésentés dans les achats d'impulsion. L'arbitrage des shoppers se situe quelque part entre achats d'impulsion ou courses d'appoint, où l'on voit là que 15% d'entre eux se disent prêts à augmenter leurs courses d'appoint. C'est cette barre au milieu. En relatif, par rapport à leur poids dans chaque mission, l'online a donc plus à perdre sur l'impulsion, alors que les marchés, la proxy ou le bio, ont plus à gagner de cet arbitrage. Les super, les hyper et les discounters, qui restent la destination préférée des Français pour les gros paniers, devraient également souffrir quelque peu du fait que 30% des Français souhaitent y faire leurs courses moins souvent qu'auparavant. Si l'on se penche désormais sur les autres catégories, à savoir mode, biens culturels ou électronique, électroménager, nous constatons que la planification d'arrêt d'achat, ou en tout cas l'arrêt d'achat, pour soi-même ou pour offrir, est actée. En effet, de 35 à 40% des Français ont arrêté d'acheter ces trois catégories en neuf depuis, en produits neufs, que nous sommes entrés dans un cycle inflationniste. En revanche, il est toujours intéressant de constater, et c'est la droite de votre écran, toutes les barres vertes, qu'entre 25 et 34% d'entre eux se disent prêts ou ont déjà acheté ou offert un produit d'occasion ou un produit reconditionné. Alors, je marque une pause là, car c'est bien là un des enseignements majeurs de cette étude. L'acceptation de l'achat d'occasion ou reconditionné
pour soi-même, mais également pour les autres, pour offrir. Quelque part, cette tendance se confirme à la vue de la croissance de certains marketplaces, de particulier à particulier, comme Vinted, comme Black Market, ou bien évidemment, comme Le Bon Coin. Et donc, suite à ça, cette tendance pour la seconde main se confirme également par de nouveaux comportements des consommateurs, où 78 à 87% des Français réparent, se disent prêts à réparer, plutôt que de racheter un nouveau bien, et où 47% à 60% d'entre eux souhaitent acheter plus de produits d'occasion. Par ailleurs, on s'aperçoit que les recours aux dons sur ces catégories génèrent de l'intérêt, ou alors même une forme de retour en arrière pour les biens culturels, avec l'intérêt renouvelé des médiathèques ou des bibliothèques pour les emprunts des livres, pour 47% des Français. Cette fin de l'abondance que nous évoquions précédemment se traduit donc auprès des consommateurs par une forme de retour à la consommation plus simple, plus réfléchi et avec moins de gaspillage. Il est toutefois intéressant de voir que, contrairement à la pensée reçue, 60% de nos compatriotes se déclarent prêts à partager leurs données pour recevoir des promotions sur des produits qui les intéressent, et que 45% d'entre eux le feraient pour pouvoir participer à des événements promotionnels sur des thématiques d'intérêt pour eux. Donc on voit que dans le contexte actuel, le prix reste une variable d'ajustement fondamentale et que les consommateurs sont quelque part disposés à monnayer leurs informations personnelles, soit online ou en magasin, pour pouvoir acheter moins cher. Cela nous permet donc d'avoir une transition avec notre seconde section sur la place du prix dans le choix d'une enseigne ou d'un site Internet. Nous avons donc demandé aux Français quels étaient les éléments qui les faisaient préférer une enseigne sur une autre ou un site Internet. Et là, nous avons constaté que la qualité précède le prix pour 50 à 59% d'entre eux en fonction des catégories. C'est là une information doublement étonnante de par le contexte inflationniste et qu'également, historiquement, le prix est le critère de choix le plus important dans le choix des shoppers. Notre interprétation de ces chiffres est une forme de résilience des Français, et on pourra en parler plus longuement dans la table ronde à suivre, mais une forme de résilience des Français face à l'adversité. Voir un message comme s'il voulait dire « oui, les temps sont durs, mais ce n'est pas parce qu'ils sont durs que je dois consommer des biens de moindre qualité ». Et c'est précisément cette équation entre qualité et prix que les enseignes se doivent aujourd'hui de résoudre. Car d'après les Français, rares sont les enseignes qui cumulent perception de qualité et de prix. En effet, la qualité est associée à des circuits de proximité, type petits commerces de quartier, marché ou vente directe pour l'alimentaire, ou bien des spécialistes, les sites des enseignes spécialisées ou les commerces bio. Le prix, en revanche, est associé à d'autres types de spécialistes, discounters, occasions, vente privée, ou bien, plus largement, des généralistes, les hyper et les super pour l'alimentaire, ou bien Amazon pour l'online. On voit bien donc que le défi à venir pour les enseignes est bel et bien de sortir de leur ancrage traditionnel perçu par les consommateurs pour proposer une solution à cette équation qualité-prix. Mais ce n'est malheureusement pas là le seul enjeu pour les distributeurs, car si la qualité et le prix sont les critères de choix d'enseigne les plus importants, on voit que les consommateurs verbalisent de nouvelles attentes. En dépit de leur attrait pour les produits d'occasion, les Français font part de l'importance pour eux d'un nombre de variables traditionnellement propres aux grandes enseignes importantes et de renom. Vous les voyez là surlignés en gris sur votre écran. Il s'agit du service client, de la confiance, du retour, des remboursements, des réparations
et du service après-vente. Donc, on voit bien que les Français ont des attentes fortes auprès de leurs distributeurs, quels qu'ils soient, sur ces types de services, donc au-delà de la qualité et du prix. Les gagnants de demain seront justement les enseignes pouvant satisfaire cette multiplicité des attentes. Et là encore, quand on regarde les territoires de gravité des différentes enseignes par rapport à ces services, on s'aperçoit que la proximité est le circuit qui combine le plus d'atouts par rapport aux critères d'attente. En effet, les consommateurs perçoivent la proximité comme ayant un bon service client, les petits commerces, comme ayant également un bon service après-vente, parce qu'ils ont cette relation quotidienne et de connaissance de leurs différents commerçants, mais également de conseils. Alors que d'autres types de circuits, eux, sont plus spécialisés sur un type d'attente des consommateurs. Cela est vrai également pour les retours, les remboursements, où l'online est perçu comme étant un acteur principal, pour la réparation ou pour avoir confiance dans son enseigne, où là, les commerces de spécialistes sont les mieux perçus par les consommateurs, de même que les hyper et les supermarchés. C'est donc cet enjeu, on va dire, de satisfaire toutes les différentes attentes des consommateurs, au-delà de la qualité et du prix, dans un contexte où les comportements d'achat changent, qui est proposé aux différentes enseignes de distribution. Enfin, pour clore notre présentation, nous allons nous intéresser à l'expérience et les attentes autour de l'expérience d'achat. Et là, nous voyons que les Français sont nombreux à demander une expérience en magasin plus ludique, plus surprenante, voire instagrammable. En effet, 40% d'entre eux disent qu'ils souhaitent trouver une expérience distrayante et ludique dans un magasin, et 38% d'entre eux veulent un décor qui change à chaque visite, selon l'actualité du magasin. C'est en quelque sorte comme si les Français envoyaient là un second message, où ils disaient « achetons mieux, achetons moins cher, mais achetons des produits de qualité dans un cadre agréable ». Enfin, toute présentation aujourd'hui ne serait pas d'actualité si on n'avait pas un point sur le métavers. Donc, nous avons demandé aux consommateurs s'ils connaissaient le métavers, et 23% d'entre eux nous disent qu'en effet, ils ont connaissance du métavers. Nous leur avons ensuite demandé s'ils étaient prêts ou non à effectuer des achats, qu'ils soient réels ou virtuels dans le métavers, et nous apercevons que 22% de tous les Français se disent prêts à acheter des achats réels dans le métavers, et que 31% de ceux qui connaissent le métavers se disent prêts à acheter des produits réels. L'achat de produits virtuels génère pour l'instant relativement peu d'intérêt. Cette slide-là sur le futur et donc le métavers conclut la présentation de nos résultats de cette étude sur l'évolution des tendances consommateurs et l'impact que cela peut avoir sur les réseaux de distribution. Et avec cela, Carolina, je te retransmets la parole. Merci Adrien. D'ailleurs, tu restes avec nous pour cette conversation. En tout cas, j'ai souhaité que tu restes avec nous parce que, comme tu le disais à plusieurs reprises, il y a quand même des résultats qui valent la peine d'être discutés avec nos invités, à savoir Arnaud Gallet, qui est directeur de la Paris Retail Week, qui va se tenir très très prochainement. On va en parler d'ici peu. Et Vincent Maillet, directeur général de Havas Commerce, donc un plateau de fins connaisseurs du retail. Et la première question, elle est toute évidente. Quelles sont vos premières réactions sur ce que nous venons de partager avec Kantar? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Carolina, merci Aden pour cette invitation. Et merci à Kantar pour cette belle étude, effectivement, qui a des résultats plus qu'intéressants. De mon côté, j'en retiens qu'en fait, avec justement, Carolina, tu évoquais ce point-là en introduction, avec les crises successives, on a des comportements de consommation qui ont vraiment profondément changé. Profondément, oui, mais on a à faire plus, je dirais, un aspect
accélérateur déjà de tendances de fond qu'on a déjà observé les années précédentes. Moi, ce que je vois et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est de remarquer qu'aujourd'hui, la variable prix, qui a tout le temps été importante dans le choix des consommateurs, aujourd'hui, c'est toujours vrai, mais je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des consommateurs dans le fait que ce qu'il achète n'est pas qu'un prix, et que c'est aussi un produit plus ou moins qualitatif, plus ou moins durable dans le temps, plus ou moins bon pour la planète et donc pour ses enfants, plus ou moins sain pour sa santé, et qu'il est aujourd'hui d'autant plus éclairé, et c'est une bonne chose, dans le cadre de sa consommation. Après, l'inflation, c'est aussi une variable importante qui bouleverse un petit peu la donne, mais qui peut ne pas le mettre, on le voyait dans l'étude qui a été présentée par Adrien, forcément en porte-à-faux non plus par rapport à ses convictions, avec justement cette offre de seconde main qui explose beaucoup dans le textile, mais aussi sur beaucoup d'autres verticales aujourd'hui. Et les deux autres points qui ressortent pour moi, c'est le fait que le magasin est aujourd'hui plus que jamais remis au devant de la scène, avec le besoin du consommateur d'avoir autre chose qu'un simple, je dirais, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais un simple point de vente mis à sa disposition, où il a besoin aujourd'hui de ressentir des émotions, retrouver les valeurs que porte la marque, et qui doivent aussi rejoindre ses propres valeurs et vivre des expériences. Et enfin, l'autre point qui moi, m'a semblé plus qu'intéressant, mais qui vient rejoindre on en parlait avec Adrien précédemment, une conviction profonde qui était la mienne, c'est que le consommateur est prêt à partager sa data, malgré ce qu'on peut en penser, à partir du moment où il apporte une vraie plus-value. Parce que d'un côté, il connaît bien mieux aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le consommateur est bien plus éclairé qu'auparavant. Il connaît la valeur de sa data, mais pour moi, il est prêt à la partager à partir du moment où on lui offre soit des services supplémentaires, soit des accès spécifiques à des produits de la marque en plus, ou, comme on le voyait dans l'étude également, à des promotions qui lui sont offertes. Vincent ? Eh bien, d'abord, merci en tout cas de m'avoir invité. Merci Arnaud. Merci Adrien pour cette étude, à Carolina m'avoir invité. Je trouve ça passionnant et très intéressant. Ce qui est, en tout cas, spontanément, en fait, la réflexion que je me suis faite en écoutant Adrien, c'est que d'abord, les Français, ils veulent tout. C'est-à-dire qu'ils veulent la qualité, le prix, finalement, le plaisir d'aller dans les magasins, etc. Ça veut dire qu'on est encore sur des fondamentaux qui résistent, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas sur la fin de l'année. On verra ce que va donner l'inflation, espérons qu'elle se stabilise à ces niveaux-là et qu'elle n'explose pas. Voilà. Donc ça c'est une première nouvelle. La deuxième, en fait, que je trouve très intéressante aussi, c'est la qualité. Alors la qualité, Adrien, c'est toujours un peu le truc, on dit bien sûr tout le monde veut de la qualité, etc. Mais ce que je trouve vachement intéressant, moi, dans cette étude, c'est on voit à quel point, d'ailleurs, elle est très, très en haut de toutes les considérations des consos. Et donc, ça appelle une chose qui est... on n'est pas encore aujourd'hui dans, on va dire, on sait tous que les ménages ont des bas de laine. Globalement, en France, il y a de la pauvreté. Il ne faut pas la nier, mais globalement, il y a quand même des économies en France. Et on voit bien que sur les fondamentaux, et on l'avait vu nous déjà au moment du confinement, on voit bien que les fondamentaux que sont bien manger, même s'il faut cuisiner et multiplier ses sources de ravitaillement, mais bien manger est un point très important. Donc du coup, ça participe de la qualité. Le retour à la maison avec l'explosion du bricolage au moment du confinement. Donc, en fait, et bien entendu, le prix, parce que le pouvoir d'achat reste la préoccupation. Donc, on voit bien que les Français, finalement, on pourrait dire, ont peur de ce qui est en train de se passer, clairement, mais aussi n'ont pas oublié l'essentiel. Et finalement, se ressentent sur l'essentiel. Et je pense qu'on n'est pas loin d'une espèce d'économie de guerre, ou en tout cas, on voit bien qu'on est en train...
président parlait de fin de l'abondance, donc on voit bien on est un peu passé de cette période de relative abondance, sachant qu'encore une fois, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent se vexer quand on parle d'abondance. Hein, tout le monde ne vit pas dans l'abondance. Ce que je veux dire, c'est qu'on vivait dans une période qui était relativement assez légère sur les sources d'approvisionnement, etc. Et là, en fait, on est entré dans une période où on va être obligé de se concentrer sur l'essentiel, ou en tout cas de bien identifier l'essentiel. Et je trouve que cette étude montre très clairement, elle est très pertinente et très intéressante de ce point de vue-là. Elle montre très clairement à quel point les Français veulent se concentrer sur des choses qui sont essentielles, et la qualité en fait partie. Voilà. Donc on a l'impression qu'il y a une forme de très forte, en tout cas à mon sens, très forte maturité des Français qui effectivement sont capables de piloter. Et c'est pour ça que j'ai employé le mot de stratégie d'adaptation, parce qu'il y a presque un côté stratège du Français en disant là j'accepte de mettre plus parce que ce produit-là va durer dans le temps et au final j'y serai gagnant. Là je vais économiser en tentant de me raisonner sur des achats d'impulsion, etc. Donc, pour reprendre la formule d'Adrien, je voulais savoir aussi ce que vous en pensiez sur le moral des consommateurs qui, finalement, face à l'adversité, nous avons une consommation plutôt résiliente et on n'a pas forcément, et à nouveau avec toutes les précautions d'usage quant aux catégories de la population qui sont réellement touchées dans une forme de paupérisation ou en tout cas de déclassement, qu'il soit réel ou ressenti, mais en tout cas qu'il y a on n'a pas envie forcément de céder sur la qualité parce qu'il y a la hausse des prix et on essaye d'articuler les deux dans un esprit résilient. Ça vous parle, ça ? Je veux bien, oui, ça nous parle, évidemment, en tout cas, moi ça me parle. C'est comme si, à travers cet arbitrage, les Français voulaient dire, écoutez, oui, c'est plus difficile, oui, on va vers l'occasion, on est prêt à réparer, mais on est contre un déclassement. Et c'est comme si les Français voulaient éviter un espèce de déclassement et qu'en votant qualité, et qu'en votant justement qu'est-ce qui est important pour eux dans ce cadre, ils se protégeaient contre une espèce de fatalité de déclassement. Je suis tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, les consommateurs ne se mettent pas forcément en porte-à-faux encore en allant vers l'économie circulaire, puisque ça va aussi dans le sens de leurs valeurs. On observe des comportements de consommation depuis quelques années qui sont beaucoup plus éco-responsables et qui attendent des marques beaucoup plus de transparence et d'éthique. Et aujourd'hui, c'est vrai que, Carolina, tu as tout à fait raison, on est plus sur des stratégies de consommation à essayer, et Adrien le disait, d'éviter le déclassement tout en trouvant des solutions, et ça tombe bien, qui respectent aussi leurs convictions et leurs propres valeurs. Et ce qui est sûr, c'est qu'on le voit aussi dans l'étude, vous le mentionniez tout à l'heure, quand on voit le coup d'arrêt sur les achats d'impulsion, c'est très clairement ça. Que, comme le disait Vincent, on va se concentrer sur l'essentiel et on va essayer de trouver des alternatives. Alors ça demande peut-être un petit peu plus d'efforts, un petit peu plus de temps, mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, les alternatives existent et on les met à la disposition du consommateur pour pouvoir justement aboutir à cette stratégie. Alors, peut-être une autre façon aussi d'éclairer ce que vient de dire Arnaud, mais ce que vous disiez aussi, et puis l'étude d'Adrien, c'est que on constate, peut-être qu'Adrien pourra le confirmer, mais on constate finalement que la catégorie discount en France, c'est moins de 10%. Alors, ils font beaucoup d'efforts justement pour monter en qualité et donc pour pouvoir être considérés par des clients beaucoup plus aisés, etc., etc. C'est en train de se passer. Hein. Donc, moi, j'ai suivi de très près ce qui s'est passé aux États-Unis, notamment au travers de Walmart là, pendant l'été. Vous savez, Walmart a annoncé un profit warning au mois de mai en ayant très peur de l'inflation, fin mai à peu près. Et en fait, il s'avère que dans l'été, ils ont levé le profit warning en disant non, finalement, ça va pas plus mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens plutôt aisés, plutôt riches, qui commencent à fréquenter Walmart. Ce n'était pas forcément le cas avant. Donc en fait, ils sont en train de gagner des clients. Mais si j'en reviens à la France, en fait, on s'aperçoit que la catégorie discount en France, finalement, c'est autour des 10%. Et ils peinent en fait à aller beaucoup plus haut que ça. Pourquoi ? Parce que
On l'avait vu, nous, notamment, j'ai longtemps travaillé pour Champion et pour Carrefour Market. On voyait quand on testait les prospectus, c'est-à-dire que quand on allait vers des choses beaucoup plus discount, les clients percevaient presque comme une forme de déclassement social le fait d'acheter que du discount, d'acheter que du prix. Alors, je ne vais pas expliquer les ressorts, mais on a affaire à souvent des consommateurs qui viennent de régions agricoles et il y a toujours cette culture en fait de la consommation en disant finalement je dois continuer à acheter des bons produits, d'abord parce que c'est bon pour ma famille et puis que ça fait partie d'une forme d'éthique personnelle que de continuer à consommer de la qualité. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui préserve finalement les enseignes et qui fait que les Français n'achètent pas que du prix, ce que disait Arnaud tout à l'heure, mais continuent à vouloir de la qualité. Et puis un dernier point sur la dimension plaisir du shopping. On est un pays latin. Alors nous, on avait vu dans une étude que 65% des Franciliens avaient intégré dans leur qualité de vie le fait de pouvoir faire du shopping. Et la grande souffrance des Franciliens pendant le confinement était liée au fait de ne pas pouvoir faire du shopping, parce que c'était consubstantiel à la vie citadine d'un habitant de la région Île-de-France. Je pense que dès que vous êtes un peu plus loin, c'est une problématique qui est moins grande. Mais donc, on voit bien que dans un pays latin comme la France, où finalement, sortir, aller voir des magasins et faire du shopping, et voilà, participe quand même du plaisir de vivre. Donc consommer quand même, faut pas perdre de vue que la consommation et la consommation, enfin, ça fait plaisir, ça fait partie des plaisirs de la vie. Donc la gommer complètement est assez compliqué pour des Français et donc d'origine latine. Voilà, ce qui est moins le cas par exemple des Allemands, où on voit que bon, finalement aller en magasin pour les Allemands est moins un besoin. Voilà. Vous m'offrez une transition rêvée justement pour ma prochaine question, pour reprendre une expression célèbre. En 2022, de quoi le magasin est-il le nom ? Est-ce que c'est juste un lieu d'expérience ludique ? Est-ce que c'est un flagship vitrine de marque ? Est-ce que c'est un fond décor Instagram, comme le disait Adrien ? Voilà. Après l'accélération numérique, et on va en parler aussi, que nous avons vécu avec le Covid, le magasin aujourd'hui, c'est quoi ? Arnaud, tu veux y aller ou j'y vais ? Oui, si tu veux, allons-y. Comme tu le dis, Carolina, c'est vrai qu'on a vu pendant la Covid une explosion des ventes sur le e-commerce qui a bien été souligné justement par la FEVAD. Et aujourd'hui, les enseignes doivent vraiment composer justement avec cette envie, je le mentionnais tout à l'heure, encore plus croissante de revenir à des usages avant Covid. Et Vincent, tu le mentionnais très bien, nous sommes des latins, nous aimons consommer, nous aimons aller boire des verres en terrasse et nous aimons aller faire du shopping en magasin. Mais aujourd'hui, les enseignes doivent, selon moi, prendre en compte justement l'intérêt qui est grandissant des acheteurs pour des expériences qui soient différenciantes, innovantes, uniques d'achat. On doit intégrer aujourd'hui, en tout cas les enseignes doivent intégrer aujourd'hui l'idée alors c'était déjà le cas de l'expérience en magasin, mais plutôt du magasin expérience où on va pouvoir scanner des QR codes, découvrir des conseils pratiques, visualiser des produits, tester des tenues virtuellement, pouvoir avoir une expérience interactive et davantage susciter justement le consommateur tout en leur donnant aussi accès aux vendeurs en cas de questions complémentaires. Tu parlais tout à l'heure de cette notion d'animation instagrammable, et je pense que c'est pas neutre et c'est important. Il faut que les boutiques en tiennent compte et doivent penser justement cela dans la conception de leur lieu, intégrer une balancelle par exemple sur laquelle les clients peuvent se prendre en photo, puisque le poids bien entendu des réseaux sociaux est aujourd'hui énorme, et il faut vraiment communiquer ces valeurs aux consommateurs aussi sur le point de vente, que l'expérience en termes de valeurs, d'éthique,
que s'attend de retrouver le consommateur auprès de la marque soit palpable, que ce soit online comme sur le point de vente. Et au même titre, justement, l'agencement, l'aménagement, l'équipement des espaces est devenu aussi un enjeu qui est aujourd'hui primordial. Donc, dans la mise en œuvre d'une vitrine, il faut en tenir compte, le choix du mobilier également compte, même en passant par le revêtement de sol, par exemple, tout doit être pensé pour créer justement cette convivialité avec les clients et donc, in fine, améliorer les ventes et augmenter le panier moyen, le temps passé en magasin. Alors pour compléter ce que vient de dire Arnaud, en fait, d'abord, le magasin, il n'est pas mort, hein, loin de là. Ah, loin de là. Si vous regardez, alors il y a plusieurs choses. Si vous regardez les grands acteurs, vous regardez Amazon, en fait, alors, ils ont fermé quelques magasins non alimentaires, mais en fait, pour ouvrir plus globalement des magasins Amazon Go Grocery ou Amazon Go. Donc, et ils viennent d'ouvrir un magasin textile qui s'appelle Amazon Style à Los Angeles. Donc, voilà. Alors, je me permets de te couper, Vincent. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit sur Amazon Style dans le premier article du dossier en ligne sur justement l'expérience et aussi le choix de fermer certains tests, d'en déployer d'autres, la façon dont Amazon justement choisit, après avoir testé ces concepts, d'accélérer ou pas, et on en parlera là-dessus aussi. Fin de la parenthèse. Donc, mais en fait, ce qui se passe avec Amazon Style, il faut le suivre, c'est très, très intéressant, je pense. Et donc, c'est vrai, Carolina, que en tout cas, vous avez raison, il faut vraiment investiguer ce qui est en train de se passer sur ce point-là. Vous prenez le groupe Alibaba. Moi, je suis allé les voir, j'ai été assez bluffé parce qu'en fait, ils testent des concepts, notamment un test de magasin alimentaire qui s'appelle Hippo Fresh, en fait, en Chine, qui est un magasin hyper connecté, ce qu'évoquait Arnaud tout à l'heure. Et puis, vous regardez Walmart, en fait, le troisième, donc c'est les trois que je suis de très près en ce moment. Vous prenez Walmart, en fait, ils n'ont pas fermé de magasin, en fait. Hein. Ils ont réalloué leur CAPEX pour investir dans le digital et la livraison, mais en fait, ils utilisent leur point de vente comme point de démarrage, comme entrepôt pour mettre en place le système de livraison. Donc, en fait, vous voyez bien qu'on est en train de rentrer dans une espèce de business model qui est en train de converger vers à la fois les marketplaces et les e-commerçants développent des points de vente et de l'expérience physique, et puis les acteurs du click and mortar, eux, qui ont déjà des magasins, sont en train d'ajouter des briques digitales à leur organisation. Donc, encore une fois, le magasin ne va pas mourir définitivement. Je pense, en revanche, qu'il va devoir muter très fortement. C'est d'ailleurs, moi, la raison pour laquelle je trouve que la Paris Retail Week est super intéressante de ce point de vue-là, c'est que c'est quand même une super vitrine, un endroit où vous pouvez voir, vous pouvez décider finalement à quel rythme et quel est le niveau de technologie que vous allez intégrer dans votre point de vente, dans votre business model demain, entre des startups qui proposent des tas de solutions dans tous les domaines, que ce soit la data, bien entendu l'évolution du point de vente. Et donc, je crois beaucoup à ça, moi. Je crois beaucoup à des points de vente qui, en fonction de l'implication du client dans le produit, vont devoir plus ou moins progresser. Je pense qu'il y a des clients qui vont se désintéresser d'un certain nombre de produits, et donc les points de vente vont devoir faire des efforts, potentiellement proposer des services pour faciliter l'intégration de ces produits et faire en sorte que les clients continuent à les considérer. Et puis, il y a des clients très, très impliqués dans un produit et ils iront dans un point de vente avec plaisir, mais il faudra que ce point de vente apporte une expérience, une dimension sociale, ce qu'évoquait Arnaud tout à l'heure. Enfin voilà, que tout ça participe quand même à enrichir la relation. Donc je crois beaucoup au magasin. Et alors, a fortiori, dans un pays latin comme la France, où on aime bien quand même descendre dans la rue, on aime bien voir du monde, on aime bien prendre l'air du temps. Donc je pense encore une fois que le magasin sera toujours un lieu incontournable de visite, de déplacement, de flânerie, et que après, voilà, arriver à saisir ce consommateur-là, mais je crois que ça continuera comme ça. Vincent, justement, vous commencez à développer ce discours autour de l'international qui fait l'objet d'une question que je vais remonter tout de suite d'ailleurs, parce que je pense que ça fait sens. Vous êtes un très fin connaisseur effectivement d'Amazon. Vous avez écrit un livre à ce sujet, de Walmart aussi, Alibaba. Est-ce que Amazon dicte
toujours le futur du retail, si je puis me permettre cette formule. Et aussi, alors justement, hier, je lisais dans le New York Times un article qui était nommé « République populaire de Shein », consacré à l'ascension de Shein aux États-Unis, qui aurait dépassé Amazon en termes de téléchargement d'applis e-commerce, ce qui me permet aussi de faire un clin d'œil amical à Jérôme qui nous interpelle sur le chat en nous disant de façon un peu malicieuse, on en parle du succès de Shein à contrario de votre développement. Donc voilà, à l'international, comment ça se passe déjà? Première question. Alors si on revient sur Amazon, il y a une vraie. D'abord, donc Amazon, la plus grosse dépense, le plus gros achat qui est fait à Amazon, c'est Whole Foods. Donc, ils ont dépensé près de 14 milliards de dollars pour s'acheter Whole Foods. Il faut savoir que c'est le projet de Jeff Bezos, ça. Hein. C'est-à-dire que Jeff Bezos a un immense respect pour le fondateur de Walmart qui s'appelle Sam Walton. Et Jeff Bezos considère finalement que Amazon aura réussi dans le paysage de la distribution quand ils seront leaders sur le textile, ce qu'ils sont déjà. Alors, bien que le Shein, effectivement, est très fortement augmenté, enfin, pour ne pas confondre le téléchargement et la part de marché, si tu permets. C'est ça. Alors, effectivement, pour remettre les choses bien, si je ne me trompe pas, vous me coupez si c'est le cas, mais Amazon est devenu leader sur le textile aux États-Unis. C'est Walmart jusqu'ici, avant Amazon. Devant Walmart. Et effectivement, cet article du New York Times fait mention de cette ascension de Shein aux États-Unis avec même des pop-up stores et effectivement on parle bien Shein est passé devant Amazon en termes de téléchargement de l'appli e-commerce, c'est pas les ventes, c'est le téléchargement. Mais encore une fois, la personne qui vous a envoyé ce commentaire, il a raison, c'est très, très intéressant et c'est un phénomène qu'il faut suivre. Simplement, juste pour dire que donc, Jeff Bezos a deux marottes, hein, si je puis me permettre. C'est d'abord le textile, parce qu'il considère que c'est le plaisir d'achat, notamment, et en fait, venir sur un site comme Amazon pour acheter du textile, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait, il y a une espèce de rapport à Amazon qui n'est pas simplement factuel, livraison, efficacité, etc., mais il y a un peu de glamour dedans. Et puis, le deuxième aspect, c'est le frais, c'est-à-dire que lui considère que Amazon sera en partie à l'abri quand ils auront des parts de marché suffisamment puissantes sur le frais, puisqu'on le sait tous, hein, finalement, la consommation du frais, c'est la fréquence de visite. Donc, en fait, quand vous commencez à livrer des gens, des clients au travers des produits frais, bah, vous les livrez toutes les semaines quasiment, ou au moins tous les 15 jours. Et donc finalement, c'est aussi une façon de les fidéliser. Le départ de Jeff Bezos d'Amazon pour aller, moi ma théorie c'est qu'il a démissionné d'Amazon pour pouvoir monter dans sa fusée. Hein. C'est un peu difficile pour un des patrons de la plus grosse entreprise française d'avoir des fonctions dans sa boîte, d'être responsable des actionnaires et de partir pour un coup dans sa fusée. Quand même, peut potentiellement brûler. Donc c'est la raison pour laquelle il a démissionné, je pense moi. C'était aussi le bon moment de démissionner parce que les chiffres d'Amazon étaient très très bons. Et il a passé la main à Andrew Jassy. Andrew Jassy vient d'Amazon Web Services, donc il vient du cloud. C'est pas du tout un distributeur, c'est un marketeur, un très fin marketeur, Andrew Jassy, je conteste pas, mais c'est pas un distributeur. La question c'est, est-ce que Andrew Jassy va s'inscrire dans les pas de Jeff Bezos? Est-ce qu'à terme, il va continuer à pousser et à investir autant d'argent dans la distribution alimentaire comme l'a fait Jeff Bezos? Donc c'est une réponse. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. J'adorerais vous la donner en exclu, je ne l'ai pas. Je scrute pour essayer de voir ce qui va se passer, mais aujourd'hui, c'est pas ce qui est en train de se passer. L'autre chose qui est intéressante, c'est de voir à quel point le modèle Walmart est résilient en face d'Amazon. Je ne cherche pas forcément à vous pousser absolument ces sujets-là parce que je les ai étudiés, mais c'est intéressant parce que c'est là-bas que finalement Amazon développe toutes ses initiatives d'un point de vue point de vente, livraison, offre commerciale, etc., etc. Et c'est aussi là-bas que vous avez le leader de la distribution alimentaire mondiale, hein, qui est Walmart, qui est quand même un vieux modèle discount, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont toujours été sur le prix, toujours été dans des zones périurbaines, qui s'adressent finalement à une population américaine qui est plutôt des travailleurs pauvres, les communautés hispaniques, noire américaine, etc., etc. Et donc, c'est intéressant de voir justement comment ces deux modèles se battent aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir que finalement, Amazon n'a pas totalement gagné. C'est-à-dire que le modèle Walmart continue à progresser. Il gagne des clients, comme je vous le disais, depuis la montée de l'inflation.
la part de marché de Walmart, notamment sur le non-alimentaire, parce que ce qui est assez surprenant chez Walmart, c'est que contrairement à la France où les hypermarchés et les supermarchés sont des temples de l'alimentaire avec des stands de poissons, de charcuterie, de fromage qui sont absolument magnifiques, c'est moins le cas aux États-Unis. L'alimentaire, y compris dans des grands hyper, c'est une part congrue dans le magasin. Et le non-alimentaire est absolument incroyable. Et en fait, on constate que la part de marché de Walmart, notamment en non-alimentaire, se maintient et voire se développe. Tout ça parce qu'ils ont fait des choix sur les MDD, sur les private labels et des produits de premier prix. Donc, ils maîtrisent leur marge et ils maîtrisent les prix de vente. Donc, le modèle fonctionne bien dans le cas de Walmart. Et donc, on voit bien que dans cette bataille-là, l'issue n'est pas encore totalement, elle n'est pas encore bouclée. C'est-à-dire que je pense qu'Amazon a gagné de nombreuses batailles, mais la guerre, elle est encore là et elle continue à être dure. Et puis après, vous avez, alors ça, c'est un deuxième point. Je pense que c'est important que je partage ça avec vous. Après, je m'arrête. Ce qu'il faut voir, c'est que Amazon ou Alibaba, ce sont des grosses marketplaces généralistes. Donc, j'en viens d'ailleurs au commentaire qui a été fait par la personne qui nous suit sur Shine. Finalement, ce sont des modèles généralistes, donc multispécialistes. C'est très difficile finalement pour un généraliste, on le voit dans les hypermarchés en France, hein, c'est très difficile d'être bon sur les télés, c'est difficile d'être bon sur notamment le bazar. Ça veut dire que sur chacun des secteurs, il faut des gens qui soient hyper spécialisés, hyper forts, avec un sourcing extrêmement pointu et une capacité à offrir à des clients des choses qui vont assez loin, assez profond finalement dans le plaisir, dans la technicité, dans l'innovation. C'est là où finalement, c'est pour moi la limite des généralistes et c'est la limite d'Amazon à terme, bien qu'étant capable d'offrir c'est 350 millions de références Amazon, donc déjà il est pas mal, mais on voit bien que c'est la limite. Et donc vous allez avoir demain finalement une bataille entre ce qu'on avait dans la distribution entre les hyper et ce qu'on appelait les catégories killers. Vous allez avoir des catégories killers digitales comme Shane qui eux vont proposer aux clients un parcours d'achat extrêmement spécialiste, extrêmement pointu, extrêmement profond, dans un domaine d'activité sur lequel Amazon aura toujours du mal à être aussi profond et aussi spécialiste. Et donc, c'est cette espèce d'équilibre qui est en train en tout cas, c'est cette espèce de champ de bataille qui aura toujours en fait lieu. Il avait lieu dans la grande distribution traditionnelle, il aura lieu dans la distribution digitale, c'est-à-dire jusqu'où les généralistes vont tout manger et jusqu'où des spécialistes arriveront à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils seront meilleurs sur leur catégorie, parce qu'ils la connaissent mieux et ils sont capables et ils mettent tous leurs efforts sur cette catégorie. Voilà. Arnaud. Ouais, c'est hyper intéressant ce que Vincent dit là, notamment sur cette partie plateformisation, dans le sens où je pense que on peut se dire et on peut avancer que les plateformes ne vont pas forcément tout avaler sur leur passage à partir du moment où on a une impulsion, ne serait-ce que aussi locale, politique et sociétale, pour pousser aussi des marques comme des DNVB qui se veulent ultra spécialisées sur des verticales et qui peuvent être des pépites qui émergent justement face à ces multispécialistes, pas forcément multispécialistes, mais généralistes, comme tu le dis, effectivement, Vincent, pour être justement spécialistes sur une verticale ou sur une activité. Et c'est important justement de le mentionner dans le sens où on a des pépites aussi françaises en termes de DNVB qui peuvent aujourd'hui être spécialisées dans une verticale et qui peuvent justement venir, non pas concurrencer, mais porter justement des produits et des services aux consommateurs tout en ayant une approche de consommation locale. Alors, il nous reste 10 minutes, donc il va falloir qu'on soit extrêmement malin comme un consommateur français par rapport à la gestion du temps qu'il nous reste. Arnaud, je voudrais qu'on parle de la Paris Retail Week via l'état d'esprit, justement, l'état d'esprit le vôtre, parce qu'on s'intéresse de savoir comment ça va, et puis celui des retailers, justement, parce que à force de parler d'inflation, on oublie presque qu'il y a eu quand même une pandémie. Et voilà, quel est l'état d'esprit des retailers aujourd'hui et comment ils vont se retrouver sur le salon? Je vous confirme que la pandémie, on l'a pas oubliée. Effectivement, ça a été une phase un petit peu compliquée pour le monde des salons, mais
depuis plus d'1 an aujourd'hui, l'activité a repris comme jamais, puisque comme on le mentionnait précédemment, on est des latins, les Français sont des animaux sociaux et qui aiment sortir, se retrouver, venir aussi sur les salons. Donc l'activité a repris même très fortement. On a eu un certain nombre d'activités en ligne qui nous ont plus permis de garder le contact avec les communautés que de générer du business, puisque on s'est aperçu en fait, la conversion était, et c'est une chance aussi pour nous, principalement faite au travers des événements physiques. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans un bon mood, mais comme je vous le dis, la reprise, c'était déjà il y a 1 an, puisque on a été parmi les premiers événements avec Paris Retail Week à reprendre justement, à ouvrir les grands événements à la rentrée de 2021. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va avoir une édition qui va être encore plus passionnante que jamais, parce que justement, on a énormément de sujets à traiter. On est le lieu, comme le disait Vincent, où beaucoup de choses se passent, où on peut retrouver aussi toutes les innovations, mais aussi toute l'inspiration liée au marché du retail. Et c'est encore plus vrai cette année, puisque va se tenir à Porte de Versailles, au-delà de Paris Retail Week, le plus grand événement dédié à tout l'écosystème du commerce et du commerce connecté, puisqu'on colocalise cette année 3 salons phares du secteur pour créer une véritable semaine du retail, en ajoutant à Paris Retail Week le salon Equipmag qui s'est déjà tenu en même temps que Paris Retail Week, mais aussi le salon SIEC qui est le rendez-vous dédié aux acteurs de l'immobilier commercial. On va réunir toutes les fonctions de direction au sein des enseignes marchandes qui vont se rendre au SIEC pour les projets de développement de parcs immobiliers, avoir de l'inspiration en termes d'omnicanalité sur Paris Retail Week, et puis je parlais des problématiques tout à l'heure d'équipement, d'agencement de magasins, trouver les bonnes solutions aussi sur Equipmag. Et on va avoir énormément d'interventions, puisque comme je vous le disais, on a plus de 200 interventions sur ces événements, notamment lors de la plénière d'ouverture de Paris Retail Week, où Vincent va à nouveau prendre la parole pour présenter les résultats de notre baromètre commun sur les tendances du retail dans le monde, et aussi des keynotes exclusives avec, par exemple, l'intervention d'Alasdair Murdoch, qui est le CEO de Burger King, sur un thème d'actualité dont on parle, c'est le consommateur en évolution face à une inflation galopante. Donc, c'est voilà, un programme très chargé, mais c'est important pour un événement comme Paris Retail Week d'avoir été et d'être encore un peu un phare dans la tempête, d'anticiper aussi les tendances. C'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui grâce à l'étude de Kantar, et c'est ce qu'on va poursuivre aussi sur les 3 jours du salon du 20 au 22 septembre. Donc, j'imagine que tout le programme est disponible sur le site internet de Paris Retail Week. J'engage à ceux qui veulent en savoir plus à s'y rendre. Je voudrais rapidement prendre les questions. Je pense qu'on va déborder un petit peu, mais il y a vraiment des choses. Je ne peux pas rendre l'antenne sans en parler. Je vais rebondir en prenant appui sur la question de Julie sur les enjeux de la consommation responsable pour le retail. Et moi, je vais y ajouter la part de transformation écologique. Est-ce que c'est enfin en train d'intégrer les business models? J'ai lu récemment que Decathlon se dote de KPI justement dédiés avec la mesure du chiffre d'affaires durable autour justement de la seconde main, de la réparation. J'ai vu aussi que Selfridge en UK fait de la circularité un des axes de sa relance, avec un objectif de moitié du chiffre d'affaires seconde main et circulaire à horizon 2035. Est-ce que tout cela, ça vous semble être vraiment un mouvement de fond, ou c'est encore un petit peu laborieux parce qu'il y a d'autres chats à fouetter, si je puis me permettre cette image?
Bon, je vais essayer de vous répondre. Moi, j'ai longtemps bossé pour Le Bon Coin, donc je connais bien le sujet. Et alors, il y a deux choses. Finalement, aujourd'hui, si vous voulez vous offrir des biens, imaginons que vous avez un problème de pouvoir d'achat ou en tout cas de difficulté à faire croître vos pouvoirs d'achat d'une année sur l'autre, l'endroit où vous pouvez continuer à vous faire plaisir et à vous acheter des choses que vous n'imaginiez pas possible de vous acheter, c'est des sites, c'est l'occasion et c'est Le Bon Coin. Parce que finalement, un vélo électrique sur Le Bon Coin, c'est beaucoup moins cher qu'un vélo neuf, quoi qu'il arrive, y compris le vélo électrique neuf, le moins cher du marché que vous pouvez trouver chez un discounter ou chez Decathlon, pour ne pas le nommer. Donc, je pense que l'occasion est un vrai. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, dans l'étude d'Adrien, à la question c'est quoi le distributeur de demain, la réponse elle est claire, hein, c'est à la fois qualité et prix. Donc c'est cette espèce d'arbitrage qu'il va falloir gérer systématiquement entre un produit où on va privilégier la qualité parce que pour X raisons on veut que ce soit voilà, et puis l'argument du prix viendra derrière, ou inversement on va choisir le prix parce que pour telle et telle raison on préférera cet argument que la qualité. Donc je pense que finalement l'arbitrage va se faire à ce niveau-là. Je pense effectivement que on va rentrer dans une période où l'éthique et l'envie d'écologie, le besoin d'écologie et le besoin de respecter la planète va finalement se rapprocher de l'envie de faire des bonnes affaires et de continuer à consommer. Et donc, c'est pas, et finalement, à l'intérieur du marché de l'occasion, c'est pas inconciliable. Au contraire, le marché de l'occasion permet de concilier, notamment dans le textile. Moi, je suis assez, voilà, j'ai ma fille, j'ai découvert que ma fille prenait plaisir à aller chiner des fringues dans des friperies. Pas tout, mais régulièrement, elle le fait. Et voilà, et donc ça veut dire que cette nouvelle génération est capable de faire des arbitrages intéressants, avec style et souvent avec beaucoup de créativité. Et donc ce qui, pour moi, augure plutôt d'un futur assez sympathique et positif. Je suis complètement d'accord avec cette analyse, dans le sens où je mentionnais tout à l'heure, la circularité et la consommation ne sont évidemment pas compatibles. Je suis persuadé que le contexte joue aussi dans le développement justement de ce marché circulaire. Parce que ça permet justement aux consommateurs d'être en phase avec ses valeurs, tout en gardant cette consommation plaisir permettant, comme le disait Vincent, d'accéder à des produits qui ne peut pas ou qui ne peut plus se permettre. Et pour moi, la question de l'éco-responsabilité pour les marques, en fait, c'est pas la question n'est plus est-ce qu'il faut l'intégrer en termes de réflexion, mais la question c'est plutôt est-ce que j'en fais suffisamment par rapport aux attentes de mes clients. On le disait aussi tout à l'heure, la circularité, c'est une trajectoire de croissance exceptionnelle, déjà dans le secteur des vêtements, qui devrait croître plus rapidement justement en termes de circularité que la fast fashion, mais aussi dans d'autres secteurs. On le voit aussi dans le high-tech et le mobile également. Et Vincent le mentionnait, je suis d'accord aussi avec lui, sur le levier incontournable de la transparence d'une marque et de l'éthique d'une marque. Aujourd'hui, les consommateurs français considèrent que les marques et les entreprises ont vraiment un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique, et ils se soucient aussi de l'impact environnemental qu'ils peuvent acheter. Donc les marques, aujourd'hui, plus que d'avoir une posture de com, doivent prouver à leur clientèle quels sont les efforts et quels sont les dispositifs qui se mettent en place justement pour répondre à cette problématique. Il est 12h59. J'ai de nombreuses questions auxquelles malheureusement on n'aura pas le temps de répondre, mais je pense que certaines, par exemple, peuvent y trouver des éléments de réponse dans la keynote que Vincent fera. Vous l'avez déjà évoqué, cette keynote que vous faites tous les ans sur les tendances du retail à Paris Retail Week. Donc ça, c'est le premier message. Je vais terminer avec effectivement aussi le commentaire également très malicieux de Frédéric qui donne d'exemples d'autres chats à fouetter, pour reprendre l'expression que j'ai employée pour les retailers, le remboursement des PGE Covid, assumer l'inflation dans le sens hausse des charges pour les retailers, et il pose cette question, ont-elles encore de l'argent pour faire leur révolution digitale, leur transformation numérique? Et
Il est 13h, c'est peut-être une question un peu large pour le temps qu'il nous reste, mais en tout cas, c'est un des défis pour les retailers, finalement, c'est de naviguer entre tous ces défis. Totalement. Et on voit que finalement, les enseignes, il y aura une prime finalement il y aura une prime à la consistance dans les prochains mois. C'est-à-dire que les enseignes qui ont une promesse assez claire, soit sur la qualité, soit sur le prix déjà, ou sur le plaisir de consommer sans doute. Mais les enseignes qui auront des promesses assez claires, déjà installées, auront toutes celles qui se cherchent. Des groupes, hein, mais vous voyez que ça va jouer un peu comme ça. Et on voit que finalement, toutes les enseignes qui avaient un positionnement déjà assez clair, assez concis, assez charismatique, finalement, s'en sortent mieux que les autres. Donc voilà, si je devais résumer, c'est un peu ce qui va se passer dans les prochains mois. Et puis voilà, je ne sais pas. Rester fidèle à soi-même, à ses valeurs de marque et solide sur ses appuis. Solide sur ses appuis, en étant très très clair sur son positionnement, de façon à aligner tout le monde, y compris le consommateur. Et on voit que finalement, on l'a vu en plein confinement, on le voit encore aujourd'hui, toutes les enseignes qui étaient déjà armées. Je veux dire, pendant le confinement, il y avait les enseignes qui avaient du click and collect et les autres, et celles qui n'avaient pas de click and collect ont bien entendu plus souffert que les autres. Donc on voit bien que la transformation digitale, malheureusement ou heureusement, hein, elle continuera à se faire et l'innovation ne pourra pas l'arrêter. Ça, c'est un vrai sujet. Et après, là, c'est plutôt le publicitaire qui parle d'un point de vue communication et positionnement. Vraiment, les enseignes qui ont un positionnement très clair, très pointu, très sharp, ont forcément un avantage sur les autres. Donc, il ne faut pas changer tout le temps, il faut s'inscrire dans la durée, raconter et être bien précis sur son positionnement. Et comme on dit, hein, pour planter un clou, il faut taper plusieurs coups de marteau. C'est exactement ce qu'il faut faire en communication et sur son positionnement dans les mois et les années à venir. Très bien. Après, j'ajouterais juste, si je peux me permettre juste un mot. Le mot de la fin pour Arnaud. Comme disait Vincent très, très, très rapidement, effectivement, la transformation digitale, c'est un vaste sujet. L'expérience client, c'est un vaste sujet. On va traiter de ça de fond en comble, évidemment, sur Paris Retail Week. Je dirais juste que, en fait, la transformation digitale, elle peut aussi être graduelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir, et c'est vrai que c'est un sujet qui revient aussi sur le haut de la pile, notamment pour les commerçants ou les boutiques, les petits points de vente qui se disent ne pas avoir toujours les moyens de digitaliser leur point de vente. Ça peut être fait de façon graduelle. Il y a des solutions qui existent pour un coût minime qui permettent déjà de levier les irritants, type des solutions pour le paiement, qui est un irritant évidemment pour tout le monde assez désagréable en magasin. Donc simplifier ce genre de choses, c'est pour un coût minime, c'est déjà un début de digitalisation. Et ce que j'aimerais, et si on doit donner un mot de la fin, c'est que je pense qu'il est important, et encore plus aujourd'hui, de ne pas opposer le digital aussi au point de vente, bien entendu dans une notion d'omnicanalité, mais aussi dans le sens où il faut se dire que la digitalisation permet aussi, dans une boutique, de permettre aux vendeurs de se concentrer sur son vrai métier, c'est-à-dire la relation client, et les consommateurs en ont d'autant plus besoin aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui permet de digitaliser les stocks, d'aider justement au conseil en boutique, permet justement de recentrer le vendeur sur son métier intrinsèque, c'est-à-dire la relation avec les clients en magasin. Merci. Ce sera le mot de la fin, effectivement. Merci à tous pour cette émission, pour ces insights. Alors bien sûr, difficile d'être exhaustif sur un sujet aussi vaste que le retail et la distribution et le commerce, mais pour être exhaustif, il y a la Paris Retail Week. Donc, rendez-vous porte de Versailles. Merci à tous pour votre intervention. Merci Adrien, merci Kantar, et à très vite pour une prochaine émission. Merci à tous. Et bon appétit. Merci, à très vite. Au revoir.